Je me tenais devant le miroir du salon de mariage, peinant à reconnaître la femme qui me regardait. Le corsage de dentelle blanche épousait parfaitement ma silhouette. La longue traîne s'étalait sur le sol poli comme un fleuve de neige, et l'espace d'un instant, je me suis sentie comme la princesse que j'avais rêvé d'être autrefois. Le reflet de ma mère apparut derrière moi, ses mains chaudes ajustant le voile avec douceur. « Claire, tu es exactement comme tu t'imaginais quand tu étais petite », murmura-t-elle. Sa voix portait à la fois de la fierté et ce léger tremblement d'une femme sur le point de laisser partir sa fille. Je souris, me revoyant à 10 ans, drapée dans de vieux rideaux, proclamant qu'un jour j'épouserais un prince. À l'époque, ce n'était qu'un jeu, un conte de fées que je me racontais lors des soirées pyjama. Aujourd'hui, debout dans cette robe, j'avais envie de croire que Jacob Whitfield était ce prince. Depuis 3 ans, il avait été stable, attentionné, exactement l'homme que mes parents admiraient. Il ne manquait jamais un dîner de fête, arrivait toujours avec des fleurs, serrait la main de mon père avec assurance. Pour eux, il était le gendre parfait. Pour moi, il était l'homme qui m'avait promis de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Pendant que la couturière ajustait l'ourlet final, ma mère prit mes mains dans les siennes. « Demain, tu seras la plus belle mariée de Savannah, » dit-elle. Ses yeux brillaient comme si elle voyait bien plus que la robe, toutes les années d'espoir qu'elle avait placées en moi. Je pressais mes paumes contre ma poitrine, essayant de calmer le battement affolé de mon cœur. Je me répétais que ce n'était que de la joie, l'excitation immense d'une vie qui allait commencer. Sur le chemin du retour, nous avons encore passé la liste en revue. Fleurs livrées, gâteaux prêts, musiciens confirmés, restaurant réservé pour 40 invités. Ma mère cochait chaque point avec l'aisance de quelqu'un qui avait tout prévu, jusqu'à la dernière serviette. « Et la lune de miel ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Je ris. Jacob avait tenu à garder cette partie secrète. Quelque chose d'inoubliable, avait-il promis, et je m'accrochais à ce mot comme à un porte-bonheur. Tout était en place. La ville bruissait déjà de conversations sur le mariage, sur l'union tant attendue des Mitchell et des Whitfield. Pourtant, en regardant défiler les rues familières par la fenêtre de la voiture, un malaise me traversa. Rien n'allait mal. Pas la moindre faille après des mois de préparatifs, et pourtant mes mains tremblaient. « Trop parfait », murmura une petite voix dans ma tête. « Trop lisse pour être vrai. » Je chassai cette pensée aussitôt en riant nerveusement. « Toutes les mariées sont anxieuses », me dis-je à voix haute, ignorant le frisson glacé installé au fond de ma poitrine. Demain était censé être le plus beau jour de ma vie, et je voulais désespérément y croire. De retour à la maison, j'accrochai soigneusement la robe dans mon placard, laissant la soie douce glisser une dernière fois entre mes doigts avant de refermer la porte. Demain, cette robe me conduirait jusqu'à l'hôtel. Ma mère était dans ma chambre, pliant du linge dans le coffre en cèdre réservé pour moi depuis l'enfance. « Claire, » dit-elle doucement, « es-tu vraiment prête pour la vie de femme mariée ?» Je ris un peu trop vite. « Maman, Jacob et moi avons tout discuté. Il veut des enfants, moi aussi. On vivra dans son appartement jusqu'à ce qu'on puisse acheter plus grand. Tout ira bien. » Elle hocha la tête, satisfaite, puis me rappela ce que mon père avait préparé. L'appartement en centre-ville déjà à mon nom, la nouvelle voiture qui m'attendait dans l'allée, les économies mises de côté pour nous aider à démarrer. C'était le genre de dot dont toutes les familles de Savannah parlaient à voix basse, et je savais qu'elle en était fière. Mais l'entendre ainsi me serra l'estomac. « Maman, je me fiche de tout ça, » dis-je en m'asseyant sur le bord du lit. « Ce qui compte, c'est que Jacob et moi, on s'aime. » Les mots sortirent facilement, mais à peine prononcés, un doute s'insinua. Je repensais à ces moments, au cours de l'année écoulée, qui n'avaient jamais vraiment collé. Les fois où il ne répondait à mes appels que des heures plus tard, prétextant être occupé. La façon rapide dont il glissait son téléphone dans sa poche dès que j'entrais dans la pièce. Les sorties tardives entre amis, toujours la même excuse. Et puis il y avait sa manière de dire « je t'aime ». Ou plutôt, de ne jamais le dire en premier. Toujours en réponse, jamais comme une évidence offerte. À la place, il souriait et m'appelait Sunshine, comme si un surnom pouvait remplacer de vrais mots. Je secouais la tête, me reprochant d'inventer des problèmes là où il n'y en avait pas. Après tout, il m'avait demandé en mariage. Il avait organisé ce mariage. Demain, il se tiendrait à mes côtés devant Dieu et tous ceux que nous connaissions. Pourtant, cette angoisse sourde ne me quittait pas. J'essayais de me convaincre que c'était normal, que chaque futur marié doutait un peu la veille. Peut-être que les mains tremblantes, les pensées sans sommeil, cette boule froide dans le ventre faisait partie du rituel.
Le téléphone sonna, brisant le fil de mes pensées. Je décrochai aussitôt. Allô? Hey, Sunshine. La voix de Jacob était chaleureuse, posée, exactement ce dont j'avais besoin. Comment va ma future mariée? Tu aimes la robe? Je fermai les yeux, me laissant envelopper par le son de sa voix. Elle est parfaite. J'ai tellement hâte d'être à demain. Et moi, j'ai hâte de faire de toi ma femme, dit-il doucement. Pour toujours, Claire. On a l'éternité devant nous. Je souris dans l'obscurité, serrant le téléphone comme une encre. Pour ce soir, ces mots suffisaient à apaiser la tempête. Du moins, pour un moment. Après notre appel, je n'arrivais plus à tenir en place. Sa voix avait été si tendre, si rassurante, que je brûlais de le voir, de partager l'élan de joie qui me remplissait. Juste une demi-heure, dis-je à ma mère en enfilant un manteau léger. L'air du soir à Savannah était doux, parfumé de chèvrefeuille et d'une pointe saline venue des marais voisins. Mes talons claquaient sur le trottoir en traversant le parc familier. Les voisins me lançaient des vœux pour demain, et je répondais d'un signe de la main, souriante, comme la femme la plus chanceuse du monde. Son immeuble apparut, la brique encore fraîchement repeinte. Un chat somnolait sur le rebord de la fenêtre du rez-de-chaussée. Je montai les marches deux par deux, le cœur battant non pas de nervosité, mais d'impatience. Je levai la main pour frapper quand la voix de Jacob traversa la fine porte en bois. « Maman, arrête de t'inquiéter. Tout ira bien. » Je me figeai. Son ton était calme, assuré, celui qu'il prenait pour convaincre un client. La voix de sa mère répondit, tremblante. « Jacob, tu es sûr de toi? À propos de ce mariage. À propos de Claire. » J'attendais sa protestation immédiate, une déclaration d'amour. Au lieu de ça, il eut un petit rire bas, léger, presque négligent. « Je te l'ai dit 100 fois. Claire est comme une sœur pour moi. Je me suis habitué à elle avec le temps. C'est une gentille fille. » Le mot me trancha net. « Sœur. » Ma poitrine se serra, mais je restai figé, désespéré qu'il se corrige. « Mais est-ce que tu l'aimes? » insista sa mère. Jacob éclata de rire, un son qui me glaça le sang. « L'amour, maman, c'est bon pour les livres d'histoire. Dans la vraie vie, il faut réfléchir. Tu as vu ce que ses parents nous apportent. L'appartement en centre-ville, la voiture, l'argent, et les relations de son père à la mairie. Inestimable. Ce mariage, c'est de la sécurité, pas du romantisme. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. La rampe s'enfonça dans ma paume tandis que je m'y agrippais pour ne pas tomber. Chaque sourire tendre, chaque promesse murmurée, chaque fois où il avait écarté une mèche de cheveux de mon visage, tout se fissura comme du verre bon marché. La voix de son père se joignit à la conversation, calme, approbatrice. Elle fera une bonne épouse. Polie, respectable, issue de la bonne famille. Tu fais le bon choix. Les mots suivants de Jacob achevèrent de me briser. Et puis Samantha Brooks est de retour en ville. Tu te souviens d'elle? On a été heureux ensemble, autrefois. Avec elle, j'ai la passion. Avec Claire, j'ai la stabilité. Le meilleur des deux mondes. Samantha. Le nom résonna dans mes oreilles comme un tonnerre. Je me souvenais vaguement d'elle. Des cheveux foncés, plus âgée que nous, le genre de fille qu'on remarquait au lycée. Elle était partie depuis des années, et voilà qu'elle revenait, prenant naturellement la place où mon cœur avait cru être chez lui. La voix de Jacob se fit plus basse, plus intime, mais toujours parfaitement audible à travers la porte. Je la vois demain matin, avant la cérémonie. Juste pour régler certaines choses entre nous. C'en était trop. Mon corps bougea avant même que mon esprit ne suive. Mes talons résonnaient beaucoup trop fort tandis que je dévalais l'escalier. Ma vision se brouilla de larmes, ma respiration devint courte, saccadée. 3 ans à y croire. 3 ans à bâtir des rêves sur du sable. Sœur. Dot. Samantha. Les mots martelaient mon crâne. Quand j'atteignis enfin l'air frais de la nuit, la vérité s'était enracinée profondément en moi. Jacob ne m'avait jamais aimé. Chaque moment partagé n'avait été qu'une mise en scène calculée. Mon conte de fées venait de mourir sur le pas de sa porte. Je ne me souviens pas vraiment comment je suis rentré à l'autre bout de la ville. Un instant, j'étais devant chez Jacob, le cœur en miettes. L'instant d'après, je titubais dans ma chambre, la lueur de ma robe de mariée s'échappant du placard entrouvert comme un rappel cruel de ce que demain devait être. Ma mère me demanda si tout allait bien, sa voix douce, inquiète. Je forçai un sourire, marmonnai que j'étais simplement fatigué,
et la contourner avant qu'elle ne remarque mes mains tremblantes. La maison était silencieuse, mais en moi, c'était le chaos. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond tandis que chaque instant des 3 dernières années se rejouait avec une clarté brutale. La façon dont Jacob m'avait présenté à ses parents bien trop vite. Était-ce de l'amour ou une stratégie? Ses questions sur le travail de mon père, sa curiosité à peine voilée pour l'acte de propriété, le compte d'épargne, la voiture. Sa façon d'éviter de dire je t'aime en premier, me laissant toujours prononcer les mots pour les lui voir renvoyer avec un sourire qui, maintenant, me semblait répéter. Comment avais-je pu être aussi aveugle? J'avais construit des châteaux de sable en me convainquant qu'ils étaient de pierre. Pendant des heures, je restais là, coincé entre deux choix insupportables. Me taire, l'épouser, préserver l'honneur de ma famille. Les invités souriraient. Les photos orneraient nos murs. Mes parents marcheraient la tête haute dans la société de Savannah. Mais moi, je saurais. Chaque matin, je me réveillerais à côté d'un homme qui calculait ma valeur comme dans un livre de contes, qui murmurait la passion à une autre femme tout en me disant que j'étais comme une sœur. L'autre option était terrible aussi. Partir, briser le cœur de mes parents, anéantir des mois de préparatifs, couvrir le nom des Mitchell de honte aux yeux de toute la ville. Le sourire fier de ma mère au salon de mariage, les plans méticuleux de mon père, tout s'effondrerait par ma faute. Peu avant minuit, je me traînais jusqu'au miroir. La femme qui me regardait était pâle, les yeux gonflés, les lèvres tremblantes. Je ressemblais moins à une mariée qu'à un fantôme. Et pourtant, derrière les ruines, quelque chose vacillait. Une étincelle obstinée qui murmurait que je valais mieux qu'un marché conclu dans l'ombre. À 4 heures du matin, je n'en pouvais plus de rester immobile. J'ouvris le placard, effleurai la robe de mariée une dernière fois, puis me détournai. Je sortis un petit sac de voyage et n'y mis que l'essentiel. Mon passeport, un peu d'argent, l'enveloppe mise de côté pour la lune de miel. Mes mains tremblaient quand j'écrivis un mot. Papa, maman, pardonnez-moi. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais je ne peux pas aller au bout de ce mariage. Je vous aime. Claire. À l'aube, je déposai la lettre sur mon oreiller et restai un long moment sur le seuil de ma chambre d'enfant. Mon cœur se brisait, mais sous la douleur, une force fragile était en train de naître. Je ne pouvais pas épouser Jacob Whitfield. Je ne le ferais pas. Le ciel portait encore les dernières ombres de la nuit quand je sortis discrètement par la porte d'entrée. Mes pas murmuraient à peine sur le perron tandis que je serrais le petit sac, de plus en plus lourd à chaque pas. Derrière moi, la maison dormait. Mes parents rêvaient d'une fille avançant vers l'hôtel. Pas d'une fille fuyant à l'aube. Les rues de Savannah étaient presque désertes. Un camion de lait passa en cahotant, et au loin, une cloche d'église sonna 6 heures. Je gardai les yeux fixés devant moi, m'agrippant à la poignée de mon sac comme à la seule encre qu'il me restait. La gare routière sentait le diesel et le café. Les néons bourdonnaient quand je m'approchai du guichet. Un billet pour Atlanta, réussis-je à dire, la voix tremblante. La caissière ne posa aucune question, se contentant de faire glisser le ticket sur le comptoir. Départ, 8 heures. 2 heures. Assez de temps pour que Jacob retrouve Samantha à leur endroit habituel. Assez de temps pour que mes parents découvrent la lettre sur mon oreiller. Mon estomac se noua à cette pensée. Je sortis chercher un coin tranquille. Les mains tremblantes, je composai le numéro de Anna. Elle répondit, la voix encore lourde de sommeil. Claire? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de mariage, coupez-je. Anna, s'il te plaît, écoute-moi. Dis à mes parents que je vais bien, mais je ne peux pas épouser Jacob. Un silence stupéfait suivit. Claire, de quoi tu parles? Il s'est passé quelque chose. Je ne peux pas expliquer maintenant. Dis-leur juste que je suis en vie. Ma gorge se serra. Je suis désolé. Je dois y aller. Je raccrochai avant que ces questions ne m'atteignent. La culpabilité déferla par vagues, les larmes de ma mère, la colère de mon père, la honte qu'il ressentirait en voyant les invités arriver devant un hôtel vide. Toute ma vie, il m'avait tout donné. Et voilà comment je les remerciais. En fuyant. En détruisant le jour qu'ils avaient préparé avec tant de soin. Mais une autre voix s'éleva en moi, plus ferme, plus forte. Comment aurais-je pu rester? Comment promettre l'éternité à un homme qui aimait une autre, qui ne voyait en moi qu'une transaction? Épouser Jacob aurait été la véritable trahison, pas seulement envers moi-même, mais envers la famille qui m'avait appris la valeur de l'honnêteté. Quand les portes du bus s'ouvrirent enfin, je montai à bord, la poitrine serrée par la peur. Les sièges sentaient le vinyle et la poussière.
Je m'installai près de la fenêtre et posai mon front contre la vitre. Savannah s'éloignait, et mon reflet me fixait. Une mariée en fuite, sans autre plan que le prochain pas. J'avais peur de la pauvreté, de la solitude, d'être englouti par une ville qui ne connaissait ni mon nom ni mon histoire. Mais sous cette peur se trouvait quelque chose de plus solide, presque défiant. J'avais choisi la vérité plutôt que le mensonge. Quoi que m'attende à Atlanta, au moins ce serait réel. Le bus gronda vers le nord, chaque kilomètre m'éloignant de la vie que j'avais connue. Je suivis du regard les paysages de la low country disparaître, remplacés par des forêts de pins. Mon téléphone vibra. Le nom de Hannah s'afficha. Mon estomac se noua avant même que je décroche. « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était paniquée, basse, comme si elle s'était réfugiée dans un couloir pour ne pas être entendue. « Tes parents ont trouvé la lettre à 7 heures ce matin. Ta mère est inconsolable. Ton père, il allait appeler la police avant que je lui dise que tu étais en sécurité. » J'avalai difficilement ma salive, incapable d'imaginer leur visage sans ressentir une douleur aiguë. « Hannah, je ne pouvais pas l'épouser. Je sais, mais les invités arrivent, Claire. Ils sont tous habillés, cadeaux à la main, au restaurant. Jacob est là aussi. Il dit à tout le monde que tu es malade. » Elle hésita. « Mais, les gens chuchotent. Les voisins disent que tu t'es enfui. » Les mots frappèrent comme un coup de marteau. Enfui. C'était exactement ce que j'avais fait. À Savannah, les nouvelles se propageaient plus vite qu'un incendie. Avant le coucher du soleil, toute la ville le saurait. La voix de Hannah se brisa. Ta mère pleurait tellement qu'elle n'arrivait plus à finir ses phrases. Et ton père, il faisait les 100 pas en répétant. Elle n'aurait pas fait ça sans raison. Jacob avait l'air d'un fantôme, Claire. Il essayait d'en rire, mais personne n'y croyait. Je fermai les yeux, laissant ces mots peindre la scène que je ne verrais jamais. Les tables décorées de fleurs et de porcelaine, les musiciens attendant leurs instruments à la main, 40 invités mal à l'aise. Mes parents contraints de se tenir devant eux avec pour seule explication une lettre froissée. Et Jacob, encerclé par les murmures, sa réputation parfaite se fissurant à mesure que les voisins échangeaient leurs théories. « Qu'est-ce qu'ils disent de moi ?» demandai-je doucement. « Que tu as eu peur. Que tu as peut-être réalisé quelque chose. Certains disent même que Jacob n'était pas aussi parfait qu'il en avait l'air. » Hannah expira lentement. « Claire, ça va être le scandale de l'année. » J'eus presque un rire, qui se coinça dans ma gorge, puis je le laissai mourir. Mieux vaut un scandale qu'un mensonge. Le bus s'arrêta dans un long soupir à Atlanta, et le chauffeur annonça la gare. Je saisis mon sac de main tremblante. La ville s'étendait devant moi, immense, inconnue, vibrante d'une vie qui ignorait tout de moi et de mon passé. L'après-midi même, tandis que Savannah se nourrissait de rumeurs, je tendais des billets à une propriétaire en peignoir élimé pour une minuscule chambre à louer en périphérie de la ville. Un lit étroit, une commode fendue, une fenêtre donnant sur un chêne tordu. Ce n'était en rien la vie qu'on m'avait promise, mais elle était à moi, et elle était honnête. La première nuit à Atlanta passa dans un brouillard de fatigue et de nervosité. Allongé sur le lit étroit, je fixais le plafond fissuré, écoutant le bourdonnement étouffé de la circulation. Au matin, la réalité me frappa de plein fouet. Je n'avais aucun plan, aucun réseau, aucun filet de sécurité. Le seul travail que j'avais jamais connu était dans le bureau de mon père, répondre au téléphone, classer des dossiers, un poste obtenu grâce à son nom. Ici, cela ne valait rien. Je me forçais à sortir, un journal emprunté sous le bras, entourant des offres d'emploi comme si je savais ce que je faisais. Mais chaque annonce exigeait une expérience que je n'avais pas. L'argent mis de côté pour la lune de miel ressemblait soudain à une bouée fragile, prête à disparaître en quelques semaines. Un cybercafé attira mon attention, ses vitres embuées par la chaleur des vieux ordinateurs. À l'intérieur, un étudiant aux écouteurs me montra comment chercher des offres et remplir des candidatures en ligne. Mes doigts planaient maladroitement au-dessus du clavier tandis que j'essayais de créer un CV plus impressionnant qu'il ne l'était vraiment. 3 ans d'assistante administrative, sous le nom de mon père. Est-ce que quelqu'un, dans cette ville, prendrait ça au sérieux? J'envoyais candidature après candidature, le cœur battant à chaque clic. À la 10e, mes paumes étaient moites. Je me sentais comme une imposture, déguisée en adulte. 2 jours plus tard, le téléphone de ma petite chambre sonna. Une voix de femme, vive et professionnelle, se présenta au nom d'une agence de marketing du centre-ville. « Nous avons reçu votre candidature.
Pouvez-vous venir demain pour un entretien? Mon souffle se bloqua. Oui, bien sûr. Le lendemain matin, je me tenais devant un immeuble de verre qui semblait gratter le ciel. Mes jambes faillirent céder en traversant le hall, agrippé à la bandoulière de mon sac emprunté. Dans l'ascenseur aux parois miroirs, je m'aperçus, chemisier impeccablement repassé, cheveux tirés en chignon sage, maquillage dissimulant les ombres sous mes yeux. J'en avais l'apparence. À l'intérieur, pourtant, la peur me dévorait. La salle d'entretien était élégante, intimidante. De l'autre côté de la table, une femme en tailleur bleu marine, stylo suspendu au-dessus d'un carnet. Parlez-moi de votre expérience. Ma gorge s'assécha. Je parlais de gestion de clients, d'organisation d'agenda à moitié vrai, à moitié exagéré. Mais je parlais avec assurance, même quand mes mains tremblaient sous la table. Lorsqu'elle hocha enfin la tête, son ton s'adoucit. Nous allons vous proposer une période d'essai de 3 mois. Le salaire est modeste au début, mais si vous faites vos preuves, il y aura des possibilités d'évolution. Pouvez-vous commencer lundi? J'eus presque envie de pleurer de soulagement. Oui. Absolument. Ma première victoire fragile. Et pour la première fois depuis mon départ de Savannah, je crus que je pourrais vraiment survivre ici. 3 mois passèrent dans un tourbillon de travail et d'épuisement. Les premières semaines de ma période d'essai furent chaotiques. J'avais peur en permanence, convaincu que la moindre erreur me trahirait comme une imposture. Mais peu à peu, la peur s'estompa. À la fin du 3e mois, ma responsable me serra la main et me dit « Bienvenue dans l'équipe ». C'était la première fois depuis des années que j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose par moi-même. Cette fragile stabilité vola en éclats le matin où Jacob apparut. Je venais à peine de m'installer dans mon petit box quand la réceptionniste m'appela. « Il y a un homme qui demande à vous voir. » Je sortis dans le couloir, et me figeai. Jacob était là. Costume impeccable, plus mince que dans mon souvenir, un bouquet de roses blanches à la main, mes préférées. Son regard chercha le mien, hésitant, presque désespéré. « Claire, dit-il doucement, comme si nous étions seuls dans une église et non au milieu d'un immeuble de bureaux animés. Il fallait que je te voie. » L'air quitta mes poumons. L'espace d'un instant, je me retrouvai devant sa porte à Savannah, à écouter ce rire qui m'avait dévasté. Puis je me redressai. « Comment m'as-tu trouvé? Ton père, admis-il. Ça m'a pris des semaines, mais il a fini par me le dire. S'il te plaît, écoute-moi. » Nous nous retrouvâmes dans une petite salle de réunion silencieuse. Il posa les fleurs entre nous, comme une offrande de paix. J'ai été idiot, commença-t-il. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je croyais que le mariage était une question de stabilité. Mais quand tu es parti, j'ai compris ce que j'avais perdu. Je t'aime, Claire. Vraiment. Ma mâchoire se crispa. Arrête. J'ai entendu chaque mot cette nuit-là. Chaque mot. Je t'ai entendu rire quand ta mère t'a demandé si tu m'aimais. Je t'ai entendu promettre à Samantha que tu la verrais le matin même de notre mariage. Son visage pâlit. Tu as entendu ça? Oui. Et l'appel aussi. Tu lui as dit que tu l'aimais pendant que tu préparais une vie avec moi. Ma voix était calme désormais, solide sous la douleur. Alors ne viens pas me dire que tu m'aimes soudainement parce que je suis parti. Il se pencha vers moi, la détresse dans la voix. J'avais tort. Je pensais pouvoir tout avoir. Mais te perdre m'a ouvert les yeux. Je ne veux que toi. Je secouai lentement la tête. Non, Jacob. Tu ne m'as pas perdu à cause d'une erreur. Tu m'as perdu parce que tu ne m'as jamais vu autrement que comme un achat pratique. Et je mérite mieux que ça. Le silence s'étira, brisé seulement par le bourdonnement de la climatisation. Pour la première fois, je ne le vis plus comme l'homme qui m'avait brisé, mais comme quelqu'un de petit, prisonnier de ses propres choix. Plus tard dans la semaine, je pris un café avec Roman, un collègue de l'équipe marketing. Il n'apporta ni fleurs ni grande déclaration. Il me demanda comment s'était passée ma présentation. Il m'écouta me plaindre des délais, rit de mes blagues nerveuses. Avec lui, il n'y avait pas de masque. Pas d'arrière-pensée. Juste de l'honnêteté. En retournant au bureau à ses côtés, je réalisai que Jacob n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Le passé avait frappé à ma porte, et je l'avais enfin refermé. 1 an passa avant que je ne remette les pieds à Savannah. L'anniversaire de ma mère me ramena à la maison. L'idée de revenir m'emplissait d'appréhension, mais je savais que le moment était venu. Atlanta était devenu mon monde, le travail, les amis, un appartement modeste mais confortable.
Mais Savannah restait le lieu où vivaient deux personnes qui m'aimaient plus que tout. Quand le train entra en gare, j'aperçus mes parents sur le quai. Ma mère pleura en me voyant, me serrant contre elle comme si je pouvais disparaître à nouveau. Mon père me retint plus longtemps que d'habitude, son silence en disait long. Il m'avait pardonné, même si des cicatrices demeuraient. Ce week-end-là, la famille se réunit pour une petite célébration. Les anciens voisins me regardaient avec un mélange de curiosité et d'autre chose, peut-être du respect, pour la façon dont j'avais reconstruit ma vie après le scandale. Leur chuchotement ne me faisait plus mal. J'y avais survécu. Le lendemain, dans un café tranquille, je le vis. Jacob. Il se tenait près du comptoir, tenant la main de Samantha Brooks. Une alliance brillait à son doigt. Ils avaient l'air posés, à l'aise, même heureux comme certains couples le sont lorsqu'ils ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient. Il me remarqua le premier. Une tension traversa brièvement son regard, puis il esquissa un sourire poli. « Claire », dit-il doucement. Le regard de Samantha se fit plus dur, protecteur. Je hochai la tête, calme. « Jacob. » Samantha. Ma propre voix me surprit par sa stabilité. Il y eut un silence gêné avant qu'il ne la présente comme sa femme. Elle me tendit la main, et je la serrai. « Félicitations, dis-je. J'espère sincèrement que vous êtes heureux. » Les mots n'étaient pas forcés. À ma surprise, je les pensais vraiment. L'amertume que j'avais portée s'était dissoute en autre chose. De l'acceptation. Ce qui nous liait appartenait au passé. Un chapitre clos, qui ne dictait plus mon avenir. En les quittant, je sortis dans le soleil de Savannah et me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le voir n'avait réveillé ni colère ni nostalgie. Cela confirma simplement ce que je savais déjà. J'avais lâché prise. Ce soir-là, assise à la table de la cuisine de mes parents, tandis que l'odeur du coblé aux pêches de ma mère emplissait l'air, je réfléchis à la femme que j'étais devenue. Je n'étais plus la jeune fille naïve qui mesurait sa valeur au regard d'un homme. J'étais quelqu'un qui s'était reconstruite à partir de rien, qui avait choisi la vérité plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que l'illusion. À Atlanta, ma relation avec Roman se développa lentement. Il ne me pressa jamais, ne me demanda jamais de promesses que je n'étais pas prête à faire. Nous partagions des dîners après le travail, de longues conversations sur nos passés, et même des silences confortables. Son honnêteté était son plus grand cadeau, et elle bâtissait une base plus solide que n'importe quelle dot ou position sociale. Quand le train me ramena à Atlanta après cette visite, je regardai les champs défiler par la fenêtre et sus que j'avais enfin trouvé la paix. Savannah faisait partie de mon histoire, mais elle ne me définissait plus. L'avenir m'appartenait, et pour la première fois, je me faisais confiance pour bien l'écrire. Le train entra en gare d'Atlanta alors que le soleil du soir dorait les gratte-ciels. Depuis mon siège près de la fenêtre, je regardais les tours de verre scintiller comme des phares, m'appelant vers la vie que j'avais bâtie ici. En posant le pied sur le quai, je ressentis quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pas seulement de rentrer dans un lieu familier, mais de savoir que cette ville autrefois étrangère et terrifiante était désormais chez moi. En traversant la gare bondée, je pensais à la jeune fille qui, 1 an plus tôt, avait fui Savannah tremblante, serrant un unique sac contre elle, persuadée qu'elle détruisait tout ce que ses parents lui avaient donné. Cette fille-là se croyait lâche, en fuite. Mais debout ici, désormais stable sur mes 2 jambes, je compris enfin la vérité. Elle ne fuyait pas ses responsabilités. Elle courait vers sa liberté. Arrivée chez moi, la clé tourna sans résistance dans la serrure. Le petit salon, le canapé d'occasion, la cuisine où flottait une légère odeur de café. Tout portait l'empreinte de mes efforts, de mes choix. Pour la première fois de ma vie, tout ce qui m'entourait m'appartenait, non pas grâce aux relations familiales ou à une dot, mais parce que je l'avais gagné. Pendant ma visite, mes parents m'avaient serré dans leurs bras, et la culpabilité que je portais depuis si longtemps s'était adoucie. Ils m'aimaient, même s'ils n'avaient pas tout compris au début. Ils m'avaient donné des racines. Mais moi, je m'étais donné des ailes. Ce soir-là, Roman passa avec des plats à emporter et son sourire tranquille habituel. Il n'essayait jamais de m'impressionner avec de grands gestes. Il m'offrait quelque chose que Jacob n'avait jamais su donner, l'honnêteté. Nous mangeâmes sur le canapé, épaule contre épaule, riant d'anecdotes du travail. À un moment, il prit ma main, et je ne la retirai pas. Pas par obligation. Pas parce que quelqu'un l'attendait de moi. Mais parce que je le voulais. Je réalisais alors à quel point cet amour était différent de celui auquel j'avais failli m'enchaîner. Roman n'était ni un calcul, ni un échange, ni une mise en scène.
Il était simplement un homme qui me choisissait, et que je choisissais en retour. Pas de masque. Pas de marché. Juste nous. Avant de me coucher, je restais à la fenêtre, observant les lumières de la ville brûler contre le ciel nocturne. Mon reflet dans la vitre semblait calme, presque lumineux. Je pensais à la robe, toujours suspendue dans le placard de mon enfance, jamais portée. Autrefois, elle symbolisait tout ce que je croyais devoir avoir. À présent, ce n'était plus que du tissu. La véritable robe que je portais était faite des choix que j'avais cousus moi-même, avec des mains tremblantes et un courage obstiné. Les gens murmureront peut-être encore que j'étais la mariée qui s'est enfuie. Qu'ils parlent. Moi, je savais la vérité. Je n'étais pas une fugitive. J'étais une femme qui refusait de vivre dans le mensonge. Ma fuite n'était pas une folie. C'était du courage. Et grâce à cela, mon avenir, enfin, était réel.